vous avez une clientèle diverse et variée, donc on n'a pas le choix que d'en tenir compte. Avoir une insensibilité culturelle, ça peut nous occasionner ça peut faire en sorte qu'on ait des occasions d'affaires manquées. Ça peut causer des gaffes, ça peut dérailler des négociations et entraîner ces occasions manquées-là. Donc, c'est un élément qui est clairement important aujourd'hui. Alors, comme je suis universitaire et que par déformation professionnelle, j'ai du mal à dire des choses sans les appuyer des évidences scientifiques, j'ai osé préparer en fait aujourd'hui la mise à jour d'une étude que nous avons réalisée il y a une dizaine d'années, mais qui a été remise à jour récemment pour s'assurer que les données étaient toujours actuelles et que le portrait que nous avions était toujours actuel. Je vais vous faire part des résultats de cette étude-là pour que vous ayez une idée de ce que je dis. Ce n'est pas juste des éléments comme ça, ce n'est pas juste des anecdotes, ce n'est pas juste une perception de la société, mais que d'un point de vue scientifique, c'est démontré et c'est prouvé que cette sensibilité culturelle-là, ça modifie, ça module la qualité de la relation qu'on peut avoir avec notre écosystème d'affaires. Et c'est ça qui peut faire la différence entre la pérennité de l'entreprise et puis son incapacité à suivre. Donc, et quand je parle de ça, ce n'est pas juste une question de la personne qui est basée dans un pays et qui doit aller s'implanter dans un autre pays, qui doit faire attention à la culture. Et je parle même également des gens qui partent d'un autre pays et qui arrivent dans un pays comme le Canada, qui arrivent dans une région comme le Québec, dans un environnement comme le Québec. C'est important pour ces gens qui arrivent d'un point de vue professionnel, d'un point de vue d'affaires, s'ils veulent s'établir en affaires, de comprendre également, de lire, de savoir lire l'environnement dans lequel ils sont. Parce que cet environnement-là a des us et coutumes, a des codes également qu'il faut être capable de décoder, il faut être capable de comprendre, sans quoi on ne pourra pas aller très loin. Si on arrive également dans cet environnement, c'est important de faire ces devoirs-là, de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est irritant, qu'est-ce qui est mal vu, qu'est-ce qui est mal perçu. Ce n'est que comme ça qu'on va être capable de ne pas faire de faux pas, ou en tout cas en faire moins, et qu'on va être capable de naviguer dans l'écosystème pour se faire une place. Si on ne fait pas cette partie de devoir-là, je peux vous assurer, et l'étude que je vais vous présenter le montre très clairement, qu'à la fin, ça peut poser des désastres éminemment importants. Je vais partager avec vous mon écran pour que vous puissiez voir. Alors, l'étude réalisée initialement portait sur les défis de l'entrepreneuriat ethnoculturel. Où il est essentiellement question, en termes de résumé, de montrer qu'en fait, nous sommes avec des entrepreneurs aujourd'hui. Se lancer en affaires, c'est sûr que cela entraîne beaucoup de défis. Il y a beaucoup de challenges qui viennent avec ça, beaucoup de contraintes, beaucoup d'obstacles. C'est vrai pour tous les entrepreneurs, mais c'est encore plus vrai pour des entrepreneurs issus des communautés culturelles. Non pas parce qu'ils sont discriminés, non pas parce qu'il y a une volonté consciente de ne pas le faire évoluer. Ça peut arriver, ça peut exister, mais surtout parce que au-delà de la distance géographique qu'il y a entre le Canada, le Québec et leur pays d'origine, il y a aussi une distance culturelle. Il y a des différences entre la façon dont ils fonctionnaient, la manière dont ils œuvraient, la manière dont les affaires sont pratiquées là-bas et la manière dont ça se pratique dans leur environnement d'aujourd'hui. Et ces différences-là, ces éléments, ces codes, ces coutumes-là, ne sont pas nécessairement mentionnés dans des ouvrages, ne sont pas nécessairement mentionnés dans des guides pratiques, parce qu'il y a une volonté pour ce pays d'accompagner et puis de donner le maximum d'informations à ceux qui arrivent. Mais par contre, ce sont des choses qui ne sont pas toujours rédigées dans des documents officiels, mais qui sont des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut sentir, qu'il faut avoir une forme d'intelligence émotionnelle pour être capable de lire, comprendre, intégrer. Et donc, globalement, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent parmi ces entrepreneurs-là et ceux qui ne réussissent pas. Comme il y a une distance culturelle, ceux qui n'arrivent pas à la comprendre, à la découvrir et à la décrypter, très souvent, ils vont avoir beaucoup de problèmes, ils vont avoir beaucoup de difficultés à s'en sortir. Au-delà du fait que l'entrepreneuriat en lui-même a déjà d'autres contraintes que tout le monde peut avoir. Mais cette dimension particulière va faire beaucoup de dégâts, va faire beaucoup de problèmes pour l'écrasante majorité d'entre eux. Je vous donne quelques chiffres ici. D'abord, pour planter le décor, avant notre étude, le portrait qu'on a fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'à l'échelle du Canada, quand on regarde le taux d'activité entrepreneuriale des entrepreneurs issus des communautés culturelles, il est de 17,5% par rapport, contrairement à 14,5% pour des gens qui sont natifs du Canada. Donc, théoriquement,
des personnes qui sont issues de l'immigration ont une plus grande propension à entreprendre. Ce qui peut s'expliquer parce que si quelqu'un décide de quitter les gens et les lieux qui lui sont familiers pour aller dans un autre pays recommencer, c'est quelqu'un quelque part qui a une certaine résilience, qui a une certaine capacité à rebondir, qui a un certain sens du risque. Et c'est ce qui peut expliquer, d'après le document de Statistique Canada qui le présente, c'est ce qui peut expliquer que ces gens-là, qui sont quand même des gens parmi les meilleurs de ceux qui étaient chez eux, ces gens-là, c'est ce qui peut expliquer qu'ils aient une telle propension à entreprendre. Donc, le portrait, c'est 17,5 par rapport à 14,5 pour les natifs. Ça, c'est la propension à entreprendre. Quand on regarde le cas particulier du Québec, il y a deux données que je veux que vous regardiez. Le taux d'intention entrepreneuriale, c'est-à-dire que les gens qui disent « j'ai envie de démarrer une entreprise », on en a près de 40% chez les immigrants et près de 16% chez des natifs du Québec au niveau de l'intention. Maintenant, parmi ceux qui se lancent finalement dans l'entrepreneuriat, qui décident d'entreprendre des démarches, qui sortent du statut de « oui, je veux me lancer », mais qui commencent à entreprendre des démarches, on voit que chez les immigrants, ça tombe finalement à 17,5. On voit ici, ça tombe à 17,5. Donc, on part de 39,8 à 17,5. Et puis, chez les natifs, ça passe de 16,1 à 7,6. Donc, il y a un taux de déperdition des deux côtés, mais le taux de déperdition est beaucoup plus important chez la clientèle immigrante. Donc, les données sont de l'indice entrepreneurial québécois. À côté de ça, si on va plus loin, on regarde maintenant qui possède une entreprise. On n'est plus dans « j'ai l'intention » ou « je suis dans les démarches ». Qui possède une entreprise? Dans la moyenne provinciale, on a 6,9% de Québécois qui peuvent dire « je possède une entreprise enregistrée ou incorporée ». Et si on regarde au niveau des entrepreneurs issus des communautés culturelles, c'est 6,7. Donc, c'est légèrement en deçà de la moyenne, mais c'est quasiment autour de la moyenne. Donc, vous voyez déjà que partir de l'intention, arriver à la démarche et puis finalement avoir une entreprise qui est établie, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Alors,